et le prince fut capturé, victime des manœuvres de mercenaires. Alors que le jeune prince de 26 ans était arraché à ses frères, cette triste nouvelle résonna avec douleur dans tout le royaume. Les circonstances déterminent, c'est-à-dire le devenir de chacun d'entre eux. Faut que ça, vous savez, la notion de responsabilité en philosophie, tout ça, c'est pas moi qui vous l'apprends. Donc, Abdraman sait lire et écrire. Oui. Et donc les gens, ils ont vu ça. Non, il faut que tu comprennes ça. Ça, c'est un. De deux, Abdraman et beaucoup de Blancs ont tout fait pour qu'il se libère. Son propriétaire a refusé. Maintenant, il y a, c'est-à-dire les relations humaines. Parmi les relations de son ami là, il y avait un consul des États-Unis qui se trouvait au Maghreb, le pays. Donc, celui-ci a suggéré, dites-lui d'écrire au roi du Maroc. Donc, il a écrit au roi du Maroc. Il se trouve aussi à une circonstance, c'est qu'il était homonyme au roi du Maroc, c'est-à-dire portait le même nom, Abdelhamid. Donc, tout ça, ça joue. Deuxièmement, c'est-à-dire qu'en ce moment, les relations entre le Maroc et les États-Unis étaient trop fortes pendant cette période-là. Donc, la sollicitation du roi du Maroc était bien entendue par le président des États-Unis. Tout ça, c'est des circonstances. C'est pas calculé. C'est que c'est arrivé à ça. Le film dit qu'il retrouvait les autres esclaves et il parlait. Donc, entre les esclaves, il savait qu'il y avait quelqu'un qui était un petit peu spécial par rapport aux autres. Et lui, la chance qu'il a eue, c'est que dans le marché, il a retrouvé un Américain qu'il avait connu chez lui. Ce n'était pas le cas des autres. Le Fouta ne s'étendait pas seulement par le Fouta théocratique. Ce n'était pas seulement l'abbé Mahmoud Timbo, non. C'est du Fouta en Haute-Guinée. La Haute-Guinée en Forêt-Caria. C'est ça d'abord le Fouta théocratique. Donc, Forêt-Caria relève de Timbo. Kankan relève de Timbo. Et nous ne faisons rien en isoler, on ne fait pas. Ce n'est pas leur faire part. Nous décidons ensemble de faire tout rang, tout événement que nous devons célébrer, nous faisons avec et Forêt-Caria et la Haute-Guinée. Je veux dire, et la Basse-Guinée et la Haute-Guinée. Pas Forêt-Caria, mais la Basse-Guinée. Ça, c'est un. Deuxièmement, le Fouta ne devait pas être une colonie française. Ce qui a été arrêté, convenu avec les Blancs, c'était un protectorat. Protectorat veut dire que nous échangeons ensemble à part égale. Au Fouta, donc son papa a appris que les caravanes qui devaient quitter la côte pour le Fouta avaient des ennuis. Les gens venaient quelquefois pour piller. Et dans ce cadre, qu'on a demandé à Brahman de prendre une partie de ses hommes, de ses troupes, pour aller convoyer ces caravanes, pour que tout ce qu'ils envoient arrive effectivement au Fouta. Il est venu au départ, donc on parlait de piège dans le film, c'est qu'il a pensé, bon, quand il est venu, il n'a pas rencontré de résistance. Bon, il a renvoyé une partie, je crois, de ses hommes. Et la légende dit qu'il est resté seulement avec 300 hommes avec lui. Il a dit non, il n'y a pas de problème, bon, c'est facile. C'est en ce moment qu'il est tombé dans ce guet-apens et s'est retrouvé dans un bateau pour les Amériques. C'est ce que nous avons appris. Oui. Le Fouta, je veux dire, le Fouta théocratique, il y avait le pouvoir central était à Timbo, mais le couronnement se fait à Dalaba, à Fubumba, et ainsi de suite. Donc, il y avait tous les pouvoirs législatifs et tout ce que la civilisation actuelle connaît. Ça existait. Voilà, c'est cette parenthèse que je voulais ajouter ici. S'il y a des aides, voilà, c'est tout ce qu'il voulait dire.
Fouta a été démocratique depuis très longtemps. En fait c'est la constitution d'un État, autour d'un État, pendant cette période, dès sa création en 1720, toutes les structures modernes existaient. Il y avait un parlement, il y avait une alternance, il y avait une décentralisation, et les décisions se prenaient toujours de manière collégiale. Ça, c'était vraiment, en quelque sorte, les éléments fondamentaux d'un État moderne jusqu'aujourd'hui. Démocratique. On travaille dans le cadre de vraiment une constitution qui définit les règles du jeu, même si l'Allemagne était donc issue d'une famille, mais les centres de décision étaient partagés. Et il y avait donc des provinces assez importantes, par exemple le Diwan de l'Abbé, qui était assez puissant, n'est-ce pas? Mais donc il y avait une autonomie par rapport à son fonctionnement. Donc il y avait un certain nombre de répartitions des tâches, le couronnement se fait quelque part, l'appel, c'est-à-dire une sorte de cour suprême, quand on veut faire appel d'une décision, quelle qu'elle soit, là aussi il y avait un lieu pour aller donc porter plainte là-bas et faire appel par rapport à une décision, même si elle émane d'un chef ou des provinces ou même de l'Allemagne. Quand même, le droit d'asile, C'était le droit d'asile. On vous brime dans une province, vous parvenez à atteindre, vous êtes protégé. Donc il y avait tout ça dans la constitution du Fouta. Vraiment, c'est triste. Le premier projet qu'on veut mettre en place, c'est une école primaire où on parle anglais, français. Pour aider les gens, c'est-à-dire de la communication, parce que quoi que vous fassiez, la langue est importante dans les relations humaines. Donc, on a c'est le nom de ça, c'est-à-dire, et puis, continuer à faire la recherche, parce que jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas vous indiquer la tombe d'Abdrahman au Libéria, si vous comprenez. C'est-à-dire, il y a beaucoup d'éléments de recherche. Vous verrez dans certains livres qu'Abdrahman, avant d'aller aux États-Unis, était père d'un enfant. Donc, il y a beaucoup d'éléments de recherche à faire. Et donc, mais on ne peut le faire que si nous travaillons tous dans un truc. Mais si on fait des petits trucs sectaires, c'est-à-dire le travail ne va jamais être compris. Puis à Timbo, puis même à l'Abbé, n'est-ce pas, peut constituer une forme d'héritage parce qu'il y a la quête des origines. Voilà. Et je crois même qu'il y a une parmi ses descendants qui s'est convertie à Timbo, qui a pris la religion, qui a pris conscience en voyant tout cet environnement à l'occasion d'une prière du vendredi, suffisamment impressionnée pour dire elle veut prendre la religion. Donc ça veut dire que quelque part en termes d'héritage, ce qu'on espère, c'est que la plupart de ces descendants qui vont pouvoir faire leur pèlerinage à Timbo vont pouvoir sauter le pas, savoir d'où ils viennent, quelle est la culture de leur ancêtre, éventuellement sa religion, et bon, ils auront le choix. Mais ça n'empêche qu'en sous forme d'héritage, maintenant, il y a la recherche de nos origines, il y a cette quête que les descendants d'Abdrahman font aujourd'hui par rapport au pèlerinage à Timbo. Et c'est de là que c'est la raison pour laquelle il est venu au Libéria. Parce que Libéria était plus proche de Timbo qu'ailleurs. Il pouvait revenir peut-être au Sénégal ou vers les côtes un peu golfe de Guinée. Mais il a dit Libéria. Parce que là, Libéria, Timbo, c'est pas loin. Et compte tenu des difficultés de communication, certainement les saisons, en ce moment, il n'y avait pas de voyage, on voyageait peut-être à dos d'animal ou par des radeaux ou marcher. Est-ce que vous voyez, il a duré longtemps aux États-Unis, il est venu certainement être victime de la malaria en Afrique, il est mort en cours de route. Lui, il savait d'où il venait. Vous comprenez, nous? Mais Isabella, non. Celle-ci pouvait être noire, envoyée, achetée dans les plantations colombiennes. Vous savez que ça a débuté depuis le 15e siècle, ça c'était les 1400 et quelques. Donc c'est une génération peut-être. Isabella s'est retrouvée en Amérique. Elle était infirmière. Et comme à l'évolution d'Abdrahman, et dans les livres c'est écrit, certainement il était l'intendant même de son maître. Il a vu que Abdrahman savait cette affaire de coton-là, qui était bien connue au Fouta. Vous savez que nous, le Fouta travaille le coton et tout.
On a vu que c'était un bon gestionnaire, il savait ce que c'est la culture de coton et consort. Donc il était certainement élevé à un certain grade là-bas et qui était devenu un intendant. Ce qui fait que le racheter était très difficile pour son maître. C'était la raison pour laquelle d'ailleurs ce monsieur tenait à lui. Il dit que pour tout, il ne voulait pas céder. Il a fallu la pression du président des États-Unis et tout ce qu'il y a pour qu'on rachète sa liberté. Si je comprends. Est-ce que vous voyez? Donc lui, il savait d'où il venait, c'est ce qui a fait qu'il est revenu ici. Il était... Nous avons créé ce film utilisant des outils d'intelligence artificielle pour relier le passé et le présent et pour préserver cette histoire du prince Abdulrahman, ainsi que on veut aussi confronter notre histoire partagée avec la Guinée. Notre objectif, en fait, c'est vraiment non seulement de préserver cette histoire, mais aussi de façonner un avenir qui est basé sur le respect, la compréhension mutuelle, les droits de l'homme. Et on veut surtout éviter que les injustices comme l'esclavagisme se reproduisent. Et donc, on est là pour promouvoir cette histoire, protéger cette histoire et soutenir les Guinéens, comme les sages de Timbo, en promouvant cette histoire. On a mis effectivement, avec l'équipe ici à l'ambassade des États-Unis, on a mis 6 mois pour créer ce film en utilisant des outils d'intelligence artificielle. Maintenant, notre objectif est de diffuser ce film à travers les réseaux sociaux, à travers la télé si possible, mais aussi en utilisant pour les engagements, les événements éducatifs aux écoles et aux centres américains à travers la Guinée. Et c'est très intéressant de voir que même les outils d'intelligence artificielle, ils connaissent cette histoire. Donc on a interagi avec les outils d'intelligence artificielle, des chatbots comme ChatGPT, je ne sais pas si vous connaissez. On a utilisé en fait pour mieux connaître l'histoire, mais on a aussi utilisé des documents qu'on a pour vérifier que l'information qu'on a eue était correcte. Et donc, il y a eu plusieurs façons dont on a vérifié cette histoire. Je dois dire que le voyage aux États-Unis des sages de Timbo est une initiative prise par les sages. Donc, on est vraiment content qu'ils ont choisi de retourner aux États-Unis. Ils sont allés l'année dernière aussi. Et effectivement, pendant leur voyage, ils vont retracer les pas du prince en faisant des rencontres avec des descendants aux États-Unis, du prince, du diaspora aux États-Unis, des organisations aux États-Unis qui ont aidé avec la libération du prince à l'époque, mais aussi avec les autorités du gouvernement local et national à Washington. Donc ils vont visiter non seulement Natchez à Mississippi, où le prince a été esclave, mais aussi ils vont aller à Hartford, Connecticut et à Washington, D.C. C'est une démarche positive parce qu'elle permet de faire connaître l'histoire d'Abdrahman. En connaissant l'histoire d'Abdrahman, on va connaître l'histoire du Fouta théocratique. Et il faut le dire, c'est un film émotionnel. Parce qu'on retrace 3 étapes de la vie d'un homme. La première étape, c'est sa vie de prince. Et dans une cour royale, il a droit à tout. Il est roi. La deuxième étape, c'est l'étape de l'esclavage. C'est que aussi, on voit qu'il est la propriété d'une personne. Et c'est une période aussi très lamentable. Et troisièmement, nous voyons que sa troisième étape, il est libre. Mais cette étape a été trop courte. Il n'a pas pu rejoindre sa famille à Timbo. Il est mort en chemin au Libéria. Donc c'est un film très émotionnel et qui permet de dire, comme tout musulman, que la vie c'est un destin.
pour jamais être sûr de demain. Donc aujourd'hui, le fait d'avoir vu ce film me rassure. Me rassure pourquoi? C'est que c'est les Américains qui ont fait ce film. Peut-être normalement, c'est nous de Timbo qui devions faire ce film. Mais aujourd'hui, nous avons donc, par ricochet, le support d'une institution publique des États-Unis, c'est-à-dire l'ambassade des États-Unis, ici, en Guinée. Ici, vous ne voyez même pas un responsable administratif, vous voyez simplement des étudiants, l'ambassade de Timbo. Donc nous, on est rassurés, parce que nous savons que un travail qui aurait pu être impossible pour nous a maintenant une possibilité parce que nous avons une assistance. Parce que d'abord, il y a un travail de recherche. Il faut qu'on puisse finaliser l'histoire d'Abdrahmane, qu'on puisse la connaître. Et comme l'a dit quelqu'un, il faut qu'on puisse voir comment est-ce que sa descendance, qui se trouve éparpillée dans le monde, puisse revenir en Guinée, s'installer à Timbo, mais s'installer dans toute la Guinée. Il n'y a aucun problème à ça. Mais nous avons vu ce que le Sénégal et le Ghana ont pu profiter de ce melting pot esclavage-liberté. La Guinée aussi doit faire face à ça, essayer d'en profiter et gagner quelque chose, ne serait-ce que le know-how que les gens ont appris là-bas. Et renforcer l'éducation, demander des bourses à travers cette association, trouver un moyen pour dire, bon, les enfants de Timbo veulent aller étudier, trouver des moyens de faire des centres de santé en Guinée pour soigner les gens. Donc on a beaucoup d'opportunités. Mais la première chose que nous devons faire, c'est que nous devons travailler ensemble, nous devons être unis, nous, en Guinée ici, et choses comme on appelle les descendants d'Abdrahmane là-bas. Nous devons refuser toute division. Ici, je vais vous dire, M. Barry est un descendant de Karmaka Alpha, Elage est un descendant d'Almami Maodo, lui, il est un descendant d'Almami Maodo, comme moi. Donc vous voyez, ça dit que c'est quelque chose, c'est Timbo qui est là. Ce n'est pas une personne ou un individu, c'est Timbo qui est là et nous avons le même langage. Notre vœu, c'est que ceci puisse porter des fruits dans l'avenir. Mon problème, je ne vais pas vraiment m'étendre sur les problèmes de l'éducation en Guinée. C'est des problèmes qui sont traités ailleurs. Aujourd'hui, je vous ai donné un exemple très concret. L'ambassadeur américain en place ici a pris sa voiture. Il est parti à Timbo. Il est parti, il a distribué 200 documents comme ça. Pourquoi? J'ai dit, je veux prendre. Il dit non. Il dit ça, c'est pour l'école primaire. On n'a pas pu avoir des copies. Il a donné au directeur d'école. Aujourd'hui, vous ne retrouverez aucune de ces copies dans aucune école. Donc le problème d'éducation en Guinée, je pense que c'est un problème qui est bien maîtrisé, on le connaît, et d'autres personnes sont en train de réfléchir pour améliorer ça.